Bienvenue sur ma chaîne YouTube Real Data Hero qui présente, introduit et explique mes analyses et graphiques des données publiques relatives au Covid-19 que je mets à disposition en téléchargement sur la chaîne Telegram du même nom. Dans cette vidéo Numbers Plus, je vais jeter un regard nuancé sur les stratégies mondiales utilisées pour combattre la pandémie de Covid-19. Comme toujours, je mets à disposition les supports, notamment le PDF qui accompagne cette vidéo et les autres documents en téléchargement sur ma chaîne Telegram, à laquelle je vous invite à vous abonner, ainsi qu'à ma chaîne YouTube. Si l'on regarde d'abord la situation actuelle dans le monde sur notre site Coronakarten, l'image apparaît globalement détendue en termes de décès, dus ou avec Covid-19, au cours des 7 derniers jours. La couleur verte indique une occurrence de décès inférieure à 1 pour 100 000 habitants. Les seuils supérieurs suivants sont fixés de manière assez resserrée, de sorte que presque toute l'Amérique du Sud est représentée en rouge, mais il ne faut pas oublier que l'hiver s'y installe actuellement. L'Allemagne a connu des taux de mortalité supérieurs à 10 pour 100 000 dans certains cas l'hiver dernier. La palette de couleurs sera peut-être encore finalisée sur la base d'une analyse et d'une évaluation détaillée. Le document PDF présente plus de pays que ceux traités dans cette vidéo. Pour chaque pays, on peut accéder à des informations détaillées par un clic de souris sur la carte. Les données de base du RKI, de l'OMS et d'autres organismes peuvent également être téléchargées. Les 3 tableaux de la diapositive 4 présentent les 20 premiers rangs de 221 nations du monde entier selon 3 tris différents. Le premier tableau est dans l'ordre décroissant du nombre de cas, le second du nombre de décès dus au Covid pour 1 million d'habitants et le troisième du pourcentage de tests. Dans le premier tableau, on remarque que les cas ont été détectés à des taux de dépistage très différents. Avec un taux de plus de 100 000 cas par million, le dépistage aux Seychelles n'a concerné que 21,9% de la population, tandis qu'au Luxembourg, l'ensemble de la population a été testée plus de 4 fois. Dans l'ordre décroissant du nombre de décès avec un test PCR positif, il est frappant de constater la forte proportion de pays d'Europe de l'Est dans les 20 premiers rangs. Le contexte exact de cette situation ne peut être identifié de manière précise. Il est frappant de constater que la République tchèque et Gibraltar occupent les premières places dans tous les classements. Malheureusement, je ne dispose pas pour l'instant de données sur Gibraltar qui me permettraient de faire des recherches plus approfondies. Les classements de l'Allemagne, de l'Inde, du Brésil, de l'Autriche et de la Suisse dans leurs catégories respectives figurent en bas du tableau, l'Inde étant proportionnellement dans des zones bien moindres dans chaque colonne en raison de sa forte population. Il est très surprenant de voir combien de pays ont maintenant testé leur population plus de 2 fois. Le détenteur du record est le Danemark qui s'approche presque d'un facteur 10. La question d'une éventuelle sous-déclaration devrait avoir été réglée à ce jour et avec les mesures de quarantaine et l'isolement des personnes touchées, la situation devrait être parfaitement sous contrôle. Ce qui est surprenant au vu de ces chiffres élevés, c'est qu'il n'y a aucune discussion sur la question du coût d'un dépistage permanent aussi complet de l'ensemble d'une population en bonne santé. Peut-être la population n'est-elle même pas consciente des interrelations que cela implique, étant donné que les tests sont effectués gratuitement et qu'ils sont considérés comme un cadeau social. L'inclusion de ces aspects dans la discussion serait à mon avis souhaitable compte tenu des nombreux problèmes économiques de la pandémie. Examinons des exemples individuels de l'impact des taux de dépistage sur les taux de cas et de décès actuels. Commençons par le champion du monde, le Danemark. Tout d'abord, avec une mortalité à 7 jours très faible, une incidence à 7 jours plutôt élevée des nouveaux cas déclarés à 112,41 est frappante. La diapositive 7 montre la corrélation entre le nombre de cas et les tests. Après la décroissance épidémiologique naturelle des cas, le nombre de cas est en légère augmentation depuis 10 semaines avec l'explosion du nombre de tests. Le taux déjà assez élevé de 21,5% de seconde vaccination ne semble rien changer à l'augmentation du nombre de cas. Mais nous reviendrons plus tard sur la stratégie de vaccination. Le nombre de décès se situe à un niveau bas depuis la 10e semaine civile
et a légèrement diminué au cours des 4 dernières semaines. On peut observer une évolution similaire en République tchèque où malgré une augmentation massive des tests, le nombre de cas et les taux de mortalité se calment. Les tests jouent-ils un rôle dans ce domaine? Avec un taux de double vaccination de seulement 13,2%, on ne peut pas encore supposer une influence significative d'un effet protecteur des vaccinations. Israël joue un rôle particulier dans cette discussion avec un taux de 59,3% de seconde vaccination, ce qui le place en 3e position derrière les Seychelles et Saint-Marin. Après les signaux politiques sur les passeports numériques de vaccination, les interdictions d'entrée des personnes non vaccinées, on signale maintenant des ouvertures générales sans discrimination. Le nombre de cas est également en baisse constante, sans que l'on observe une accélération significative du déclin épidémiologique qui puisse être attribuée au progrès de la vaccination. Étant donné que le nombre de tests est également passé de près de 70 000 à moins de 15 000, la diminution du nombre de cas n'a aucune signification statistique puisque la relation avec le nombre de tests manque. Quoi qu'il en soit, on peut également constater un ralentissement significatif des décès dus au Covid-19 avec les mêmes limites de signification de pertinence avec un nombre de tests aussi réduit. Suite à ma vidéo précédente Numbers Plus sur les Seychelles, il est intéressant de se pencher sur l'évolution du champion du monde de la vaccination. Après que la pandémie ne se soit fait remarquer qu'au début de l'année et que la vaccination de masse ait été effectuée de manière rigoureuse et cohérente en réponse aux premiers décès signalés, le nombre de cas ne s'est pas encore calmé, bien au contraire. Les décès dus au Covid-19 continuent également de montrer une légère tendance à la hausse malgré le statut vaccinal le plus élevé au monde, dans un endroit idéalement protégé de l'océan Indien avec des réglementations d'entrée sur le territoire strictes. Je voudrais suggérer une fois de plus de réfléchir à l'importance particulière des petites populations isolées pour évaluer les avantages et les risques des mesures de contrôle. Vous pouvez examiner de la même manière de nombreux autres pays de manière plus détaillée dans le document PDF sur ma chaîne. Il est intéressant ici d'esquisser rapidement la comparaison entre le Chili avec un taux de vaccination élevé, l'Argentine avec un taux de vaccination faible et le Brésil avec un taux de vaccination relativement élevé. Je voudrais vous rappeler encore une fois que c'est l'hiver en Amérique du Sud en ce qui concerne les taux de mortalité élevés. Après avoir examiné les stratégies de test mises en œuvre dans le but de détecter et d'isoler d'éventuels points chauds, j'aimerais me pencher sur les approches thérapeutiques de la maladie développées en un an. Au RKI, le groupe de travail permanent des centres de compétences et de traitement des maladies causées par des agents hautement pathogènes ou STACOB en abrégé, est responsable en tant que réseau national d'experts. La diapositive 37 montre tout d'abord la classification de l'infection Covid-19 et la différenciation des différents degrés de gravité, les cours sévères se caractérisant chacun par une pneumonie grave qui au stade le plus élevé est associée à une septicémie. La septicémie est la maladie qui présente le taux de mortalité le plus élevé dans les unités de soins intensifs depuis des années. La National Library of Medicine des États-Unis a publié 103 études achevées sur la pneumonie Covid-19. La diapositive 39 montre le contenu de ces études, principalement pour ce qui touche aux médicaments, dont certains sont couverts par toute une série d'études. Il est intéressant de noter que certains procédés biologiques tels que le traitement par cellules souches sont également abordés. Une étude porte également sur l'administration ciblée de vitamines en accompagnement pour aider le système immunitaire de l'organisme à se défendre contre le processus inflammatoire. La commission STACOB mentionnée précédemment a publié des recommandations thérapeutiques. Celles-ci se basent d'une part sur les stratégies générales de médecine intensive généralement utilisées dans les infections sévères, telles que l'hydratation, l'optimisation nutritionnelle, la surveillance des paramètres vitaux, l'administration d'oxygène, le contrôle des valeurs d'inflammation, les contrôles radiologiques éventuels et autres. En ce qui concerne la thérapie médicamenteuse, on mentionne en premier lieu la prophylaxie de la thrombose qui est effectuée par exemple avec de l'héparine.
L'autopsie pratiquée l'an dernier sur des patients décédés du Covid-19 a montré la formation de thromboses qui ont conduit au décès, de sorte que cette prophylaxie pourrait probablement réduire les taux de mortalité. Le STACOP recommande ensuite un antiviral, c'est-à-dire un traitement de réduction de la charge virale par remdesivir, qui a été approuvé par la Commission européenne. L'OMS, par contre, s'élève contre son utilisation. STACOP émet également une mise en garde concernant l'utilisation simultanée de chloroquine ou d'hydroxychloroquine. Dans le passé, plusieurs formes de thérapie ont été discutées qui ont donné lieu à des évaluations très différentes les unes des autres. Comme troisième domaine médicamenteux, la cortisone est recommandée. Cette recommandation de traitement immunosuppresseur est également limitée à des conditions limites particulières. En l'absence d'une directive clairement reconnaissable, les essais curatifs individuels avec des substances non encore autorisées sont également permis. La difficulté de répondre à la question d'une thérapie médicamenteuse efficace contre le Covid-19 se voit sur certains rapports de la diapositive 41. À ce propos, dans le PDF, pour plus de clarté, les sources ne sont souvent pas données en format texte, mais les illustrations sont liées au site web. Les effets décrits des médicaments concernent principalement l'amélioration de l'évolution de la maladie, c'est-à-dire des symptômes dont la qualité peut être subjectivement perceptible mais non mesurable. Pour autant que je sache, il ne peut être question d'une percée. Sur les 103 études terminées et mentionnées officiellement, une seule présente des résultats probants. À en juger par la campagne mondiale qui lui est liée, la carte sur laquelle mise la politique, l'industrie pharmaceutique et les scientifiques qui les conseillent, ce n'est pas la thérapie, mais la prophylaxie par la vaccination. Les vaccins Covid-19 font partie d'un concept de vaccination recommandée et en ce qui concerne la vaccination contre la rougeole désormais obligatoire en Allemagne, en cours d'élaboration par la Commission permanente des vaccinations. La diapositive 43 donne un aperçu des vaccinations recommandées dans les groupes d'âge respectifs telles qu'elles sont mises en œuvre. Le ministre fédéral de la Santé déclare également qu'il s'agit de mesures préventives les plus importantes et les plus efficaces en médecine contre les maladies infectieuses. Si l'on veut appliquer toutes les recommandations sans les recommandations spéciales pour les voyages dans les régions tropicales, on reçoit 21 injections différentes, dont certaines sont accompagnées de rappels réguliers. Contrairement aux vaccins Covid à base d'ARN, ce sont soit des vaccins classiques administrés sous forme inactivée avec des agents pathogènes morts, soit des vaccins vivants avec des agents pathogènes atténués ou des composants dérivés d'agents pathogènes. La diapositive 44 relate des cas problématiques dans le processus de vaccination contre la tuberculose. Lorsqu'elle a été introduite à Lübeck en 1930, il s'est produit une catastrophe vaccinale. 77 des 208 enfants vaccinés sont morts parce qu'ils ont été infectés par l'agent pathogène de la tuberculose au lieu d'acquérir une protection. Bien que la tuberculose soit la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde, à quelques exceptions près, comme en Inde, la vaccination n'est pas recommandée et n'a pas réussi à enrayer la propagation de cette maladie. Ainsi, toute campagne de vaccination à grande échelle est associée au risque de savoir si les études de base qui l'accompagnent peuvent également démontrer le succès souhaité. L'Institut Robert Koch publie aujourd'hui la 5e mise à jour de sa recommandation de vaccination Covid-19 en se référant à l'avis scientifique de la Commission permanente sur la vaccination. 4 vaccins sont actuellement approuvés. En ce qui concerne les groupes d'âge, on se réfère à l'Autorité européenne d'autorisation EMA. Actuellement, l'autorisation accélérée pour les enfants et les adolescents est en cours. La diapositive 46 présente les explications du RKI sur l'efficacité et la protection par la vaccination, où tous les vaccins sont mis sur un pied d'égalité, avec un effet protecteur maximal de 95% en cas de double vaccination. Dans l'étude sur l'efficacité des vaccins publiée dans The Lancet, différentes méthodes d'évaluation de l'efficacité sont citées. Ici, je peux vous recommander l'étude détaillée du rapport. Il déclare avec regret que, malheureusement, la comparaison des vaccins sur la base des données provisoires actuellement disponibles
est entravée par les différences entre les protocoles d'études, y compris les critères d'évaluation primaires, par exemple ce qui compte comme un cas de Covid-19 et quand il est évalué. Pour comparer les différentes méthodes d'estimation de l'efficacité des vaccins, j'ai opposé les méthodes de calcul de la réduction du risque relatif RRR et de la réduction du risque absolu RRA sur la diapositive 47. À la fin, un exemple de calcul montre quelles conclusions le cas échéant peuvent être tirées de ces calculs pour l'évaluation des avantages et des risques. Dans les études sur le vaccin BioNTech, la valeur NPV, nombre de personnes qui devraient être vaccinées pour éviter l'infection, cette valeur calculée est de 119. Il serait certainement fastidieux de suivre le cheminement des calculs dans la vidéo. On pourra mieux le comprendre en détail dans le document PDF. Dans cet exemple, il existe un équilibre défavorable entre le risque réel de mourir du virus et le risque hypothétique de mourir de la vaccination. Il devient évident que des données valides sur les avantages et les risques doivent être recueillies avec soin afin de rendre justice à la première phrase fondamentale du serment d'Hippocrate, ne pas nuire aux patients. Depuis quelque temps, notre équipe d'experts, composée de médecins, de physiciens et d'informaticiens, s'occupe des rapports sur les effets indésirables des vaccins soumis à la base de données européenne EMA. Base qui publie des rapports de sécurité à intervalles réguliers. Les résultats sont régulièrement publiés dans un canal Telegram dédié. Le rapport actuel, dont je présente des extraits dans cette vidéo, peut également être consulté sur la chaîne Real Hero. La diapositive 51 montre les restrictions de l'Institut Paul Ehrlich concernant les réactions au vaccin qui ne doivent pas être déclarées et qui sont classées comme des réactions générales transitoires, telles que la fièvre jusqu'à 39,5 et d'autres réactions classées dans ce sens comme les troubles du bien-être. Ceci afin d'éviter de surcharger la base de données avec des symptômes qui ne sont pas considérés comme essentiels. L'évaluation se heurte à une difficulté particulière, à savoir les retards considérables dans l'établissement des rapports résultant de la comparaison des données nationales et du Bureau central européen de déclaration. Si le statut des données des Pays-Bas, de l'Italie et de la Norvège est à peu près comparable, le résultat pour l'Allemagne présente un excès de 189% du rapport national par rapport au statut des données de l'EMA. Sur demande, aucune explication exhaustive n'a encore pu être fournie. La diapositive 53 montre pour chaque vaccin différent le nombre d'événements indésirables graves signalés, dont 8113 décès dans le contexte de cette vaccination. Ici, le niveau élevé des cas suspects ne correspond pas à une évaluation de la sécurité du vaccin, car ils ont été utilisés en nombre très variable. Il est nécessaire de mettre les chiffres en relation avec le taux de vaccination, comme on l'a vu concernant d'autres chiffres rapportés de manière absolue. La diapositive 54 présente des exemples d'évaluation graphique sélectionnés de notre rapport sur l'évolution temporelle de la notification des décès à gauche et des incidents mettant en danger la vie des patients à droite, chacun étant tracé pour les différents vaccins. Les rapports relatifs aux personnes combinent souvent plusieurs tableaux cliniques. La diapositive 55 montre une sélection d'événements indésirables classés comme graves à gauche, triés par fréquence de déclaration. La concentration de mort subite, d'infarctus du myocarde et de thrombose est visible dans la toile d'araignée de lien présentée à droite. Il peut être surprenant de constater que le Covid-19 a également été signalé comme effet secondaire du vaccin en nombre relativement important. Je tiens à souligner que l'évaluation rationnelle des données statistiques ne doit pas être comprise comme une évaluation des risques. Elle doit cependant servir de base de discussion pour une expertise et une évaluation minutieuse en ce qui concerne la sécurité des vaccins, à laquelle l'EMA est également attachée en tant qu'autorité de réglementation des médicaments et des vaccins. En particulier, la collecte et l'évaluation minutieuse des données doivent recevoir une attention particulière compte tenu du statut actuel d'approbation d'urgence et notre évaluation doit être comprise comme une contribution à cet égard. Le rapport actuel mis à disposition sur la chaîne Telegram comprend 137 pages en allemand, avec évaluation des cas suspects graves présentés sur la diapositive 56 et signalés dans le cadre de la vaccination Covid-19.
Notre équipe suppose actuellement que le nombre de cas non signalés est élevé, car nous avons reçu plusieurs autres rapports de cas, y compris de décès, qui n'ont pas été signalés à l'Institut Paul Ehrlich. La documentation du rapport sera présentée à l'aide de 2 exemples. La diapositive 57 montre l'évaluation du grand nombre de thromboses signalées en réaction à la vaccination, ce à quoi les médias ont occasionnellement fait écho. L'évaluation est effectuée séparément pour chaque vaccin, ainsi que dans les groupes d'âge. Un effet secondaire relativement rare est la cécité consécutive à la vaccination, bien que cela ait des conséquences dramatiques sur la vie des personnes concernées. D'autres évaluations graphiques de notre rapport sont présentées sur la diapositive 59. Je tiens à souligner une fois de plus que nous ne pouvons ni ne voulons procéder à une évaluation des risques, mais que nous considérons qu'il est de notre devoir éthique d'évaluer soigneusement et de manière neutre les données et de les mettre à la disposition du public. Comme nous l'avons déjà mentionné, le principe le plus élevé du serment d'Hippocrate, auquel les médecins doivent s'engager après leurs études, est de ne pas nuire aux patients avec les connaissances et options thérapeutiques. En ce sens, à notre époque si bien équipée aux possibilités d'évaluation et d'appréciation scientifique, il existe une grande obligation de prudence. Je voudrais vous rappeler la déclaration de l'Office national de la santé de Basse-Saxe que j'ai déjà mentionnée dans ma vidéo Numbers Plus sur les Seychelles. Là-bas, la reprise de la vaccination antivariolique est rejetée malgré un taux de mortalité de 30% des personnes infectées à cause de l'effet secondaire grave de risque de méningite avec possibilité de décès qui touche 1 à 4 personnes sur 1 million de vaccinés. Soit dit en passant, quiconque étudie attentivement le rapport découvrira que la méningite fait ici également partie des effets secondaires. Si vous cherchez plus d'informations sur la discussion des risques, vous les trouverez dans le calcul de la proportion d'effets secondaires graves et de décès par rapport au nombre total de vaccinations Covid-19, également posté sur Telegram. Comme toujours, je voudrais vous encourager à faire vos propres recherches et analyses, pour lesquelles le PDF qui accompagne la vidéo et le rapport fournissent un matériel riche. Il reste un défi majeur pour les décideurs politiques et les journalistes des médias qui portent une responsabilité importante dans la formation du sentiment et de l'opinion publique, celui de trouver et d'analyser les informations essentielles nécessaires à une vue d'ensemble complète. Je souhaite donc à nouveau inviter au dialogue et à l'échange sur ces analyses. Si nous sommes ouverts et sans réserve dans nos contacts, nous pouvons certainement trouver de bons moyens de le faire, pour lesquels je mets très ouvertement à disposition les matériaux et les analyses que j'ai accumulés au cours d'une année. Soyons tous conscients de la responsabilité de l'amélioration urgente de la situation actuelle et de notre avenir commun, et prenons la responsabilité nécessaire. J'espère que ce que je vous ai dit a été compréhensible et instructif. Si vous aimez cette vidéo et mon travail, mettez un like, abonnez-vous à ma chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero et Real Hero en français pour recevoir les futures mises à jour et vidéos. Je vous recommande également de vous abonner au canal Telegram Corona Daten Analyse qui publie régulièrement les évaluations des rapports de l'EMA. Merci de votre intérêt et à bientôt pour une prochaine vidéo avec plus d'analyse de données et de mise à jour.